Bienvenue dans le podcast Instant Thérapie. Ici, je vulgarise la psychologie, la santé mentale et plus particulièrement le psychotraumatisme. Je suis Martha, la psy en ligne, psychopraticienne en relation d'aide et psychotraumatologue sève et située. Nous allons parler au cœur du trauma, mais de manière accessible à tous. Alors rejoignez-moi pour des discussions éclairantes et inclusives qui visent à démystifier ces sujets qui sont parfois trop complexes et à promouvoir le bien-être mental pour tous. Et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de podcast, l'épisode 9, le podcast où on vulgarise la santé mentale et plus particulièrement le psychotraumatisme. Alors aujourd'hui, le thème sera le traumatisme vicariant, quand la souffrance des autres se met à nous toucher profondément. D'accord? Donc, finalement, c'est un sujet fondamental, mais vraiment que je peux aborder justement en consultation, mais j'ai remarqué qu'il n'y avait pas forcément des liens, enfin, où les personnes ne voyaient pas que c'était possible de vivre un traumatisme finalement par procuration. Mais en fait, que vous soyez médecin, pompier, infirmière, militaire, ou même simplement une personne qui vit au quotidien de la violence dans sa famille, intrafamiliale, qui en a vécu dans son enfance, suite à la séparation de ses parents, par exemple, mais qui a vécu une guerre, qui a vécu une catastrophe naturelle. Voilà, en fait, on peut rapidement être tous concernés indirectement ou directement. Et en fait, le traumatisme vigarien, c'est parfois appelé aussi traumatisme secondaire ou par procuration. C'est ce point invisible que peuvent porter les personnes qui entendent ou accompagnent la détresse d'autrui, mais aussi qui la voient. D'accord? Donc ce poids, il peut s'accumuler. Il va affecter votre bien-être, votre travail, votre vie personnelle. D'accord? Et dans le mot, et en fait, finalement, le mot vicariant, vient du latin vicarius, hein, qui signifie remplaçant. Et je vais donner un autre exemple, mais par exemple, et c'est souvent le cas lors des séparations, un conjoint qui exerce de la violence vicariante, on appelle ça, sur l'enfant, tout simplement et uniquement dans le but de faire du mal à la mère à travers l'enfant. Hein. Donc des fois, ça va jusqu'à la mort et on sait très bien qu'on ne se remet pas de la mort d'un enfant, encore moins quand ça se passe dans ces conditions-là. Euh, Et très souvent, on sait que l'enfant va être tué par le père parce qu'il voulait juste faire du mal à la mère. D'accord? Donc c'est vraiment une sorte de mise à mort psychologique. Mais des fois, il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. D'accord? Voilà, c'est vraiment... on va l'aborder ensemble. Euh, des fois, ça s'arrête à juste des violences psychologiques, mais ça aura quand même un impact sur nous. Donc, c'est vraiment pas à minimiser. Donc, c'est pour moi important d'en parler parce que si, voilà, c'est pas très connu. Alors, nous allons voir comment il se manifeste, qui est concerné et surtout comment le prévenir et pouvoir soit le gérer et puis s'il est là, après, il va se traiter comme un traumatisme classique et il est reconnu comme traumatisme de type 3 dans le sens où c'est répété, répété, que ça court et que des fois, on en est encore victime, en fait, à- actuellement. D'accord? Donc, des fois, le traumatisme vicarien, il va juste prendre la forme de traumatisme et de violence psychologique. Donc ça va pas être vraiment une expérience d'irène, un événement soudain, mais plutôt une exposition répétée à la souffrance des autres. Et nous, on est juste l'éponge, on va dire, émotionnelle qui attrape tout ça. D'accord? Par exemple, si je prends l'exemple d'un pompier qui intervient régulièrement sur des scènes d'accidents graves, qui peut voir la mort, ou un médecin qui soigne des victimes de violences, d'inceste, de,
Et autre, un policier aussi qui est confronté au quotidien à la criminalité, un militaire qui est revenu par exemple d'une zone de conflit, voilà, ça va être ça. Mais ça va aussi être comme je le disais par rapport quand je reviens sur l'exemple de la séparation, ça va être du coup plus des violences vicariantes qui vont être exercées par des pères ou des beaux-pères sur des enfants afin d'atteindre la mère. Et dans les cas les plus graves, il va aller dans la violence vicariante, ça peut aller jusqu'à l'infanticide, comme je disais tout à l'heure, ou jusqu'à l'inceste. Et quand ça s'arrête juste à la forme psychologique, et ben, si je donne des exemples, c'est que l'enfant, il va être euh, pris en otage. Ça va être l'objet d'un chantage. D'accord? C'est le père qui n'a pas accepté cette séparation et qui va s'en servir pour le partage, pour maintenir une autorité suite à ce partage justement parental. Euh, et c'est souvent un terrain propice à la violence vicariante qui n'est pas forcément assez pris en compte. Pris en compte. Parce que souvent on se dit, bah oui. Mes parents divorcés, pourquoi ça m'aurait engendré un traumatisme? Enfin, en gros, c'est pas moi qui ai divorcé. Mais déjà, le vide, perdre un des deux parents, ça engendre un traumatisme. Mais souvent, ça va se transformer en traumatisme vicariant quand c'est vraiment voilà, le père ou le beau-père voilà, qui va faire. Mais c'est des petits détails, mais c'est répété et répété au quotidien jusqu'à atteindre la majorité. Donc, c'est par exemple un père qui ramène jamais son enfant à l'heure parce qu'il sait que ça va engendrer l'angoisse chez la mère. Ou un père qui harcèle très souvent la mère, sous prétexte de l'autorité parentale pour savoir où elle est, ce qu'elle fait, etc. Ça va être, ça va être une manière pour lui de continuer à avoir du contrôle sur la mère. Et voilà, c'est-à-dire que en fait, la mère, elle a divorcé suite à des violences conjugales, donc c'était déjà un traumatisme. Mais et donc là, on sait que l'enfant, il a vu des choses, il a vu des choses qui ont créé un traumatisme chez lui. Mais ça va continuer, d'accord? Parce qu'en fait, même après la séparation, il sera encore présent. Voilà. Donc, c'est vraiment subtil, mais ça dure. Lui interdire enfin, lui interdire de finalement, comment dire, comment on pourrait dire ça, d'avoir une réelle autre indépendance que lui. Ou carrément faire en sorte qu'elle ait des problèmes financiers parce qu'il va pas donner la pension à temps. Enfin, il va toujours se servir de l'enfant pour, euh, pour maintenir cette emprise. Mais ça engendre chez l'enfant une traumatisme vicariant qui ne s'efface pas avec le temps. Ces blessures, elles ne partent pas. Et souvent, à l'âge adulte, les personnes n'ont pas conscience que les traumas de l'enfance, donc violence conjugale, après divorce, violence psychologique qui continue à travers le père, sont des blessures et engendrent, en fonction aussi de nos styles d'attachement, un traumatisme vicariant parce que on est des humains, encore plus enfants, on est des éponges. On est des éponges, notre cerveau n'est pas terminé de former et on n'a pas ce recul nécessaire, en tout cas pour éviter le traumatisme vicariant. Parce qu'on aime les deux. On aime le père, on aime la mère, on n'a pas... voilà. Et donc on est baladé dans ce cirque infernal qu'ils vivent et on n'a pas forcément le choix d'encaisser, d'accord? Mais vraiment, l'inconscient n'a pas de temporalité, donc des fois, c'est encore présent, en fait. Ce traumatisme, il est encore là, parce il a jamais été traité. Donc après, voilà, c'est vraiment des choses à prendre du recul,
pour savoir si on a pu en être victime ou autre. Euh, Et puis en plus, très souvent, c'est inconscient aussi, mais très souvent, ces enfants-là, à l'âge adulte, vont se retrouver médecins, policiers, militaires, vont euh, inconsciemment peut-être se sentir immunisés contre la violence, etc. Ou en tout cas, parés pour faire ce genre de métier. Donc voilà, donc du coup, ils accumulent encore plus ces expositions répétées à la souffrance des autres, quoi. Et ça, c'est pas forcément pris en compte, ou en tout cas, les personnes ne se rendent pas compte que à la force de répéter ce genre d'exposition, ça va provoquer un stress euh, émotionnel profond et qui, avec le temps, va déclarer des symptômes. D'accord? Qui seront similaires au stress post-traumatique en fait. Et il y a des personnes qu'on peut recevoir en consultation où on va avoir les symptômes d'un état de stress post-traumatique et pour eux, ils n'ont pas... et déjà, souvent, ils ont souvent l'impression d'avoir toujours été comme ça. Euh, et ils vont pas forcément faire le lien avec l'histoire familiale, en fait, avec l'histoire de leurs parents, etc. Parce que ils ont tellement baigné dedans que pour eux, tout ça était normal, en fait. D'accord? D'ailleurs, très souvent, des violences peuvent reproduire au sein de leur couple. Donc, si je reprends qui sont concernés, principalement les professionnels de l'urgence, pompiers, policiers, ambulanciers, médecins urgentistes, qui vont intervenir dans des situations de crise, les soignants, aides-soignants, infirmières, les psys, tous les psychologues, psychiatres, psychopraticiennes, psychanalystes, etc. Tous les travailleurs sociaux, voilà, qui accompagnent les personnes en souffrance. Donc même quand c'est dans une forme de bénévolat. On va avoir aussi les militaires, qui sont en opération, de retour de la mission, confrontés à la violence, à la guerre en fait, hein, tout simplement. Et puis on a les témoins de violence ou les proches aidants. Donc, les proches aidants, ça va être, par exemple, quelqu'un qui vit avec une personne qui a un handicap invisible, avec une personne qui a des troubles ou autre, peut vivre un traumatisme vicariant parce que, à force de supporter les symptômes dus au handicap ou aux troubles. Les témoins, eh ben, ça va être les personnes qui vont vivre une catastrophe naturelle répétée. Par exemple, quand on vit dans des zones à risque, qu'on peut régulièrement vivre des ouragans, des tsunamis, des choses comme ça. Mais si aussi on vit une guerre, parce que ça peut être ouais, une guerre, voilà, ça peut. Et si ce que je disais tout à l'heure, donc les violences conjugales, les violences après la séparation, les violences psychologiques après la séparation. Voilà le résumé de ce que les personnes les personnes qui peuvent être concernées, pardon, par ce traumatisme. Et comment en fait ce traumatisme il va se manifester, hein? Ben, ça va être comme un état de stress post-traumatique, ça va être une fatigue chronique, un épuisement qui ne disparaît pas malgré le repos, ça va être un trouble du sommeil, ça va être une irritabilité accrue. Vraiment aussi un sentiment de culpabilité, comme si c'était de notre faute en fait qu'on n'a pas su, par exemple si je prends le profil qui accompagne de la relation d'aide, si on ne voit pas d'évolution, on peut se sentir coupable, un sentiment d'impuissance, etc. Mais voilà, mais même l'enfant quand il voit ses parents se déchirer, qu'il est en plein milieu, il va avoir ce sentiment d'impuissance aussi, qui peut conserver. Et puis, ça va être des personnes qui vont, pour se protéger, se couper de leurs émotions, hein, qui ne vont plus ressentir d'émotions, qui vont vraiment avoir un détachement émotionnel. Et puis, on peut aller jusqu'au trouble de l'humeur, et puis jusqu'à la dépression aussi. Puis, il y aura de l'anxiété plus, du contrôle, des vérifications, une hypervigilance accrue. Voilà, on a un système nerveux qui est complètement dérégulé. Et ça va affecter la vie au quotidien, la motivation au travail, les relations personnelles. Et des fois, on fait pas forcément le lien. Enfin, sauf si on est quand même dans le métier. Voilà.
Mais même quand, enfin, même les pompiers, les policiers se sentent parfois immunisés hein, contre ça, hein. Ils n'ont pas forcément conscience. Et après, pourquoi finalement ce traumatisme va se développer? Ben déjà, c'est la répétition, d'accord? Donc au bout d'un moment, on est des humains, donc quand les violences se répètent, se répètent, se répètent depuis l'enfance, parce que même adultes, des parents séparés peuvent continuer à exercer ce genre de violence. Alors, d'une autre façon, mais ça va être, bah écoute, si tu fais, je pense à des enfants adultes qui eux-mêmes ont des enfants, tu fais l'anniversaire de ton enfant, si à maman je viens pas, etc., etc. Voilà, ça c'était un exemple comme ça. Mais ça va être aussi des personnes qui vont développer une empathie, qui ont naturellement, pardon, une empathie, mais qui vont développer une empathie euh, continuelle, intense, voilà, qui ont cette capacité-là d'être hyper empathique et de ressentir la douleur des autres et c'est vrai que l'empathie, c'est une force, c'est une force, c'est une force, mais quand elle n'est pas équilibrée, quand on oublie de prendre soin de soi, quand voilà, ça peut vraiment devenir, pardon, une, bah, une souffrance, tout simplement. Voilà, une souffrance. Il n'y a pas d'autre, voilà, une souffrance. Euh, Et puis voilà, ça se construit au fil du temps. Ce que je vous disais, hein, il est vraiment considéré comme un traumatisme de type 3. Donc c'est la répétition répétée qui va le déclencher. Et puis le manque de ressources, c'est-à-dire si c'est des personnes qui oublient, des professionnels par exemple, ou des témoins qui oublient d'en parler, qui oublient de se faire eux-mêmes accompagner, qui oublient de prendre soin d'eux, voilà, qui oublient d'équilibrer leur vie, hein, parce que tout est question d'équilibre, qui oublient de prendre soin de leur système nerveux, de réguler tout ça. Euh, et du coup, bah là, c'est vraiment la brèche. Et puis aussi pour les professionnels, bah, le manque de temps, enfin, et l'accumulation de d'autres contraintes, c'est-à-dire les horaires décalés, les responsabilités énormes, rendent du coup, au bout d'un moment, la récupération complètement difficile, voire impossible. Et ça aussi, mm, bah, c'est souvent sous-estimé, et c'est vrai que les professionnels que j'ai énumérés tout à l'heure sont les premiers en ligne de mire parce que, parce que du coup, souvent, ils y vont tête baissée. Et puis, quand on fait ce genre de métier, ben, il n'y a pas d'obligation de prendre soin de sa santé mentale. On leur montre pas comment faire, etc. Donc, c'est pas inné. C'est pas inné. C'est vraiment souvent quand ça leur tombe dessus qu'après, ils arrivent à voir les choses différemment ou à même garder le même métier, mais à l'exercer différemment pour plus que ça se reproduise, en fait. Donc, voilà, ça, c'est intéressant. Et puis, quelles vont être finalement les conséquences sur la vie professionnelle et personnelle? Et donc ça, c'est pas à négliger parce que peut vraiment avoir un impact sérieux. Donc pour ceux qui travaillent, ça va être une baisse de la concentration, de l'efficacité, une augmentation des erreurs et un désengagement qui peut conduire au burn-out. Donc c'est très souvent quand on vit un burn-out pro, c'est qu'il y a un traumatisme vicariant derrière. Très souvent en fait. Parce que en tout cas dans ces métiers d'aide, hein, de relations d'aide, de soins, voilà. Et puis, on a dans la vie personnelle, ça va plus être des personnes qui vont aller être dans l'isolement social, dans la difficulté relationnelle, dans le sentiment de solitude et de mal-être constant, voilà, qui vont sentir un décalage. Et en fait, ce décalage, c'est juste, j'ai trop absorbé de choses et donc, voilà, bah, je préfère rester seule ou peut-être, je me sens incomprise. Voilà. Après, comment prévenir ça? Parce que effectivement, ce traumatisme, il peut être
enfin, faire de la prévention sur ce traumatisme-là. En tout cas, quand ça démarre pas à l'âge enfant, suite à des violences conjugales, etc. Euh, mais voilà, on peut atténuer ou prévenir tout ça. Déjà, ben, très intéressant, c'est de reconnaître les signes, hein. C'est vraiment la prise de conscience. Parce que si on n'a pas conscience qu'on fonce dans le mur et qu'on va pas bien, on peut pas prendre le recul nécessaire pour euh, essayer de tout de suite remédier à la chose ou au contraire de, euh, de se faire accompagner, hein, tout simplement. Il n'y a pas de honte à ça, hein. C'est vrai que souvent les soignants peuvent avoir cette honte. Je sais que dans certaines formations, bah, c'est pas préconisé de prendre soin de soi, mais je veux dire, pourtant, la santé mentale, c'est le number one. Et voilà, je le répéterai jamais assez, mais tous les médecins ont leur propre médecin traitant. Tous les kinés ont leur propre kiné, les ostéos ont leur propre ostéo, les chirurgiens, ils ont leur propre chirurgien. Les dermatos, ils vont aussi chez leur propre dermato, ils peuvent pas s'occulter eux-mêmes. Les infirmières, pour certaines choses, elles vont avoir leur propre infirmière, même si c'est des collègues, mais ils auront leur propre soignant. euh, et donc les psys ont leur propre psy. Mais c'est vrai que on oublie que la santé mentale, ça devrait être comme le médecin traitant. Ça devrait, voilà. Quand on se sent pas bien, qu'on a mal à un genou, on va chez le médecin. Eh bien, quand on ressent les premiers signes qu'on va pas bien et que notre santé mentale est en train de vaciller, eh ben, on prend rendez-vous aussi. Et c'est pas encore assez naturel dans notre société, d'accord? Et c'est vrai que bon, il y a de plus en plus de professionnels, de personnalités publiques qui en parlent, qui expliquent. Il y a même des personnalités publiques qui vont justement au quotidien chez leur psy et qui pensent y aller à vie. Euh, voilà, il y a pas mal, il n'y a pas de bonne réponse à ça. Mais en tout cas, la première chose, c'est prise de conscience et après, c'est se faire accompagner au quotidien parce que il y a des métiers où, je dirais, ce genre de traumatisme n'est pas, voilà, il n'y a pas de raison que ça arrive. Mais il y a des métiers où quotidien. C'est quotidien. Donc, si on oublie de prendre soin de ça, on vacille rapidement. Après, tout le monde a des degrés différents, mais vers le burn-out. Donc, qu'est-ce que on peut mettre en place aussi comme stratégie? C'est tout simplement pratiquer un sport, hein, au quotidien. Ça, c'est tout le monde, finalement. La méditation, la pleine conscience, la respiration cardiaque, le yoga. Les pratiques somatiques, hein, pour réguler le système nerveux et rester dans sa fenêtre de tolérance, peu importe ce qu'on peut voir ou entendre, ça c'est important. Toujours prendre le temps de savoir voilà, quels sont ses besoins, ses limites, parce que il faut trouver vraiment l'équilibre entre vie pro, vie perso. C'est ce qui va vous faire tenir le plus longtemps dans le temps dans votre métier, si c'est un métier passion. Hein. Et voilà, bah, toujours en parler, même que ça soit au boulot, et avec un professionnel choisi. Euh, voilà, qui peut, puis prendre le temps aussi de se former à ça. Je sais que de plus en plus de métiers forment à ça, hein. Je pense aux pompiers, aux policiers, etc. Aux militaires, ils sont quand même un peu formés à ça et puis ils ont à leur disposition très souvent un service psychologique dédié pour eux afin de les accompagner. Mais voilà, puis faire partie d'un groupe de parole, faire des supervisions régulières, apprendre à réguler son stress. Voilà, il y a plein de petites choses en fait au quotidien qui permettent d'éviter d'entrer dans ce burn-out qui est très souvent dû à ce dévouement, cette empathie, cette compassion, euh, et puis cette capacité aussi
prendre, éponge émotionnelle, on appellera ça, les choses. Mais finalement, après, donc là, je vous ai parlé des personnes qui peuvent le vivre le plus souvent, mais finalement, on peut tous en être victime un jour parce que dans un centre commercial, il arrive un truc grave et on était dans ce centre commercial. Il arrive, voilà, ça peut arriver à tout le monde. Donc, c'est bien de savoir que, en fait, de voir de la violence engendre un traumatisme. Surtout, ça l'est répété depuis l'enfance. Et donc, parfois, en fait, on a vraiment des personnes qui n'ont pas fait ce lien-là et qui fonctionnent hors de leur fenêtre de tolérance depuis tellement longtemps qu'ils n'ont pas conscience que peut-être la racine, elle est là. Elle est dans les violences conjugales, les violences après le divorce, de jouer le tampon comme ça, où les parents se servent de l'enfant, etc. Donc ça aussi. Enfin, je veux dire, on est dans un monde où les divorces, c'est monnaie courante. Donc beaucoup d'enfants et d'adultes d'aujourd'hui ont eu des parents divorcés. Et donc voilà, en fonction du style d'attachement, on aura ça. Et puis, il y a des traumatismes vicariants qui peuvent mener à un trouble borderline, par exemple, hein. Je pense que cette image-là, parce qu'il y a beaucoup d'avancées sur le trouble borderline et le lien avec les traumatismes complexes. Donc voilà, je pense que j'ai englobé le plus de choses possible dans l'épisode. N'hésitez pas à venir en commentaire ou par mail me dire, ah mais non, là, Martha, nanana. N'hésitez pas, je fais au mieux pour vous apporter l'éducation sur ces sujets-là. Et puis, je peux omettre des choses ou autres. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour, ça me permet de m'améliorer. Et je vous dis à dans 15 jours pour le prochain épisode. Prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à me mettre des likes pour me permettre une visibilité et puis à t'abonner pour ne pas rater le prochain épisode. Je t'invite aussi à me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram. À très bientôt, prends soin de toi.